Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire le rapport fait au nom de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public par le président M. Jérémy Patrier-Létu et le rapporteur M. Charles Aloncle, député. Tome 1, numéro 2698, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 avril 2026 et à l'heure où je lis ce rapport, nous sommes le mardi 5 mai 2026. Je cite. La commission sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public est composée de Monsieur Jérémy Patrier-Létu, président, Monsieur Charles Aloncle, rapporteur, Madame Nadège Abomangoli, à compter du 20 décembre 2025, Monsieur Erwan Balanan, Monsieur Philippe Ballard jusqu'au 14 avril 2026, Monsieur Belkir Belhaddad, Madame Véronique Bess, Madame Dorine Bregman, à compter du 25 avril 2026, Madame Céline Calves, Monsieur Émeric Caron jusqu'au 20 décembre 2025, Monsieur François-Xavier Sécoli, Monsieur Roger Chudeau, Madame Nathalie Coggia, du 11 au 13 novembre 2025, Madame Virginie Duby-Muller, Madame Sylvie Ferrer, Monsieur Christian Gérard, Monsieur Emmanuel Grégoire, fin de mandat le 9 avril 2026, Monsieur Stéphane Ablot, Madame Eda Adizadeh, Monsieur Jérémy Jordanov, Monsieur Laurent Jacobelli, Monsieur Guillaume Casbarian jusqu'au 26 février 2026, Madame Sandra Marceau jusqu'au 18 décembre 2025 puis à compter du 19 décembre 2025, Monsieur Denis Masseglia à compter du 26 février 2026, Monsieur Emmanuel Morel, Monsieur Laurent Mazery à compter du 2 avril 2026, Madame Sophie Mette, Madame Joséphine Missoff jusqu'au 18 avril 2026, Madame Caroline Parmentier jusqu'au 18 avril 2026, Monsieur Kevin Pfeffer à compter du 21 avril 2026, Madame Béatrice Piron, Monsieur Thomas Porte à compter du 25 avril 2026, Monsieur Aurélien Saint-Toul, Monsieur Émeric Salmon à compter du 14 avril 2026, Madame Anne Sicard, Madame Ercilia Soudé jusqu'au 25 avril 2026, Madame Sophie Taillé-Polian, Monsieur Christopher Vesberg du 18 au 19 décembre 2025 puis à compter du 18 avril 2026, Madame Caroline Yado à compter du 12 novembre 2025, Madame Estelle Youssoufa jusqu'au 2 avril 2026. Au-delà du sommaire qui est très long, un avant-propos du président. Je cite. Un peuple libre a le droit de voir, un peuple libre a le droit de tout voir et de tout savoir, Condorcet. L'éthique intellectuelle passe par le respect des faits et l'impartialité dans la discussion, Monsieur Baverès sur Raymond Aron. La civilité est la première règle de la vie publique. Cicéron. Introduction. Je cite. Depuis Cicéron au moins, nous savons que la vie publique et la politique doivent reposer sur trois valeurs cardinales, la civilité, le respect et la vérité. Elles sont la condition du débat démocratique. Ainsi, dans une démocratie, le Parlement n'est pas seulement un espace de confrontation politique, il doit être le lieu où la parole remplace la violence, où les désaccords partisans, les querelles politiques ne sacrifient jamais, malgré leur virulence, le respect de l'autre, où le contrôle et la transparence appuient sur les faits, la vérité des faits. Le Parlement doit demeurer le lieu de la conversation aussi vigoureuse soit-elle, sans jamais verser dans la violence verbale ou les attaques ad hominem. Le Parlement ne peut pas être la fabrique de la colère, celle que certains parlementaires cherchent à susciter parmi les Français et qui est en train de devenir le langage politique ordinaire. Car si nos institutions représentatives renoncent à ces exigences, si nous, responsables politiques, acceptons d'être conduits par nos passions là où la raison devrait nous guider, c'est la confiance de nos concitoyens dans la démocratie et leurs représentants qui s'affaiblit. Parce que les commissions d'enquête sont devenues au fil des ans des instruments essentiels du contrôle parlementaire dotés de pouvoirs importants et spécifiques, parce qu'elles touchent précisément à la transparence de l'action politique, à l'utilisation de l'argent public, parce que dans un contexte d'atonie législative et d'impuissance du politique, elles éclairent les citoyens et suscitent légitimement l'intérêt des médias et des Français, elles exigent une exemplarité particulière de la part de celles et ceux qui les conduisent et l'engagement absolu de ne pas les instrumentaliser à des fins politiques ou personnelles. Ce travail exigeant de contrôle et de transparence requiert un cadre sérieux, digne et respectueux, des échanges rigoureux, le respect des parlementaires entre eux ainsi que des personnes auditionnées. Les interrogations, aussi légitimes soient-elles, les investigations, si nécessaires soient-elles, ne doivent pas laisser place aux attaques individuelles ou aux mises en cause personnelles. En effet, sous peine d'être dévoyées, et malgré l'obligation de comparaître, de prêter serment et de déposer sous peine de poursuites pénales des commissions d'enquête, les commissions d'enquête ne sauraient être la justice des politiques, et les auditions qu'elles mènent ne sauraient être une succession de procès individuels où l'on vient désigner nos concitoyens à la vindicte publique.
La séparation des pouvoirs, fondement de nos démocraties, établit clairement que les parlementaires ne sont ni des juges ni des procureurs et que le Parlement n'est pas un tribunal. Là où la justice recherche des coupables, identifie des responsables, les commissions d'enquête doivent mettre en lumière des manquements et des dysfonctionnements pour les corriger et y apporter des réponses rapides, fermes et ambitieuses. Elles doivent s'appuyer sur la recherche de preuves, sur les faits, sur la vérité des faits, et ne sauraient reposer sur des insinuations ou des calomnies. Enfin, la transparence que l'on doit aux Français n'a rien à voir avec le voyeurisme ou la démagogie, ne doit jamais être un prétexte pour transformer ces commissions en lieu de la politique spectacle où l'on vient chercher le bruit médiatique. À cet égard, les travaux de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public, que j'ai présidé et qui fut sans doute l'une des plus suivies et médiatisées, n'auront pas toujours respecté ces principes cardinaux du travail parlementaire, au risque de fragiliser encore davantage nos institutions démocratiques et la confiance des Français dans l'action publique. Je le regrette vivement et j'en prends ma part de responsabilité. Je forme le vœu que nous en tirions collectivement les enseignements, car cette commission d'enquête restera comme le symptôme de l'évolution délétère de notre débat public, de la polarisation de notre vie politique et plus largement de la spectacularisation de la démocratie où les coups d'État, les passes d'armes et la recherche de la lumière médiatique remplacent ce travail de fond. En définitive, une question vertigineuse s'impose. Que sommes-nous prêts à sacrifier, nous les responsables politiques, pour la reconnaissance, les poussières, les quarts d'heure de gloire et pour nos intérêts personnels et partisans? Enfin, si d'une loi on cherche l'esprit pour en comprendre le sens, d'une commission d'enquête on cherche la méthode et la forme pour en saisir l'objectif final qui n'est pas toujours celui affiché. Au regard des méthodes utilisées pendant ces 67 auditions, à la lecture du rapport et compte tenu des déclarations publiques des dirigeants de l'UDR et du RN, l'objectif politique de cette commission d'enquête créée par l'UDR ne fait plus aucun doute. Il s'agissait bien de préparer les esprits à la privatisation de l'audiovisuel public. Le rapport n'en dira rien et ne l'assumera pas, mais l'objectif n'était pas de mettre en lumière utilement et de manière sincère, indépendante et impartiale des manquements et des dysfonctionnements qui existent au sein de l'audiovisuel public et exigent des réponses à la hauteur, mais bien de jeter de manière crue, pour reprendre les termes du rapport, le discrédit et d'une certaine manière l'opprobre sur l'audiovisuel public et l'ensemble de ses acteurs et des salariés qui le portent et le font vivre au quotidien, afin d'en justifier la privatisation. Il est donc malhonnête de dire que l'objectif de la commission d'enquête était de sauver l'audiovisuel public quand le président du groupe à l'origine de ladite commission déclare publiquement souhaiter sa privatisation, position réaffirmée par les députés UDR et qui est par ailleurs au cœur du programme présidentiel du RN, son allié. Alors que l'honnêteté de l'information était au cœur de cette commission d'enquête, il eût été préférable que l'UDR soit clair sur ses intentions. Ainsi, au terme de cette commission d'enquête, demeurent pour moi trois convictions. Celle que la France a besoin d'un audiovisuel public fort, indépendant et souverain. Il nous faut corriger ces dysfonctionnements, le réformer profondément, garantir une gestion budgétaire et financière rigoureuse, une utilisation précautionneuse de l'argent public et assurer le respect des règles de pluralisme, d'impartialité et d'indépendance de l'information. Mais nous devons le renforcer. Celle ensuite qu'il nous faut revoir en profondeur les règles de fonctionnement des commissions d'enquête et préserver cet outil de contrôle essentiel de toute tentative d'instrumentalisation politique et personnelle, c'est la garantie de la crédibilité, de l'impartialité et de l'efficacité de notre action. Celle enfin que la transparence est la condition de la confiance des Français. J'ai fait le choix, que j'assume pleinement, que cette commission puisse se dérouler sous leur regard en refusant que les auditions se tiennent à huis clos. Et avant même d'avoir pris connaissance du rapport, j'ai indiqué publiquement souhaiter sa publication, non par adhésion à ses méthodes ou à ses conclusions, que j'ai dénoncé sans complaisance, mais par principe. Dans une démocratie, la transparence n'est pas une option, elle ne vaut ni caution ni soutien politique. Elle est simplement une exigence et constitue une marque de respect envers nos concitoyens. Le rapport est public, les auditions et les comptes rendus resteront accessibles. Il appartient désormais aux Français de juger en toute connaissance de cause des objectifs politiques, des méthodes employées, des orientations proposées. Car, à la fin, dans une démocratie, comme nous le rappelait Condorcet, un peuple libre a le droit de tout voir et de tout savoir, car c'est lui qui est souverain. Premièrement, bilan de la commission d'enquête. La commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public a été créée le 28 octobre 2025 par le groupe Union des droites pour la République, UDR, formation politique alliée au Rassemblement national, RN, dans le cadre de son droit de tirage annuel. L'UDR avait d'abord annoncé une commission d'enquête sur le coût de l'immigration avant de changer d'objet politique à la faveur de différents événements laissant penser que le fonctionnement actuel de l'audiovisuel public ne favorise pas la conformité à ses impératifs de neutralité et de pluralité. L'UDR a choisi la fonction de rapporteur et a désigné Charles Aloncle.
Conformément aux règles, la présence d'une commission d'enquête est assurée par un parlementaire issu d'un autre groupe politique. J'ai été élu à cette fonction le 12 novembre 2025, date qui a également vu l'élection du bureau. Ont ainsi été élus vice-président Monsieur Philippe Ballard du RN, Madame Céline Calves, Ensemble pour la République, Madame Sophie Mette, les démocrates, Madame Estelle Youssoufa, Liberté, Indépendance, Outre-mer et Territoire, LIOT. Ont également été élus secrétaires Monsieur François-Xavier Sécoli, droite républicaine, Madame Sandra Marceau, Ensemble pour la République, Madame Caroline Parmentier, RN, et Madame Sophie Tallier-Polian, écologiste et sociale. Composée de 30 députés issus de tous les groupes politiques de l'Assemblée et d'un député non inscrit, la commission d'enquête n'a connu que 2 démissions, Émeric Caron, LFI, en décembre 2025, et Estelle Youssoufa, LIOT, la dernière semaine des auditions. Malgré des différences politiques majeures et des différences de méthode fondamentales avec le rapporteur, j'ai veillé à ce que la commission d'enquête aille à son terme et qu'à chaque audition, le rapporteur puisse effectuer pleinement son travail. À ce titre, je n'avais fixé aucune limite à la durée des auditions et, si j'ai accordé au rapporteur un temps de parole important, plus important que dans de nombreuses commissions d'enquête, chaque groupe politique a pu s'exprimer, chaque député a pu poser des questions. Néanmoins, je reconnais que l'équilibre des temps de parole aurait dû être mieux assuré et que les règles en la matière devront être revues. La commission d'enquête a mené 67 auditions entre le 25 novembre 2025 et le 8 avril 2026 et a entendu 234 personnes sous serment durant plus de 150 heures. Le rythme fut soutenu car, selon les souhaits du rapporteur que j'ai accepté, la commission a concentré ses auditions le mardi après-midi, le mercredi après-midi et le jeudi. Par ailleurs, conformément au calendrier de la session ordinaire arrêté par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, l'ensemble des travaux parlementaires ont été suspendus du samedi 20 décembre au dimanche 4 janvier, puis du samedi 28 février au dimanche 22 mars, et enfin du samedi 18 avril au dimanche 26 avril. De plus, considérant que les règles que nous avions fixées collégialement au début de la commission n'étaient pas respectées, j'ai suspendu l'envoi de convocation le 22 décembre 2025. Les auditions ont pu reprendre le mardi 20 janvier avec un décalage de 15 jours par rapport au calendrier initial. Ces 15 jours ont été entièrement rattrapés puisqu'en accord avec le rapporteur et le bureau de la commission d'enquête a prolongé ses auditions qui devaient initialement s'achever le jeudi 26 mars jusqu'au mardi 7 avril. Ainsi, la commission a pu entendre l'ensemble des personnes que le rapporteur souhaitait auditionner. Conformément aux règles qui encadrent les commissions d'enquête, les demandes d'audition sont formulées principalement par le rapporteur et il appartient au président d'adresser les convocations. Je les ai toutes soumises à l'approbation du bureau de la commission afin de garantir la collégialité de nos décisions. Caroline Lang, qui devait être entendue dans le cadre d'une table ronde avec les représentants des producteurs audiovisuels, ne l'a pas été car elle a démissionné avant l'audition de ses fonctions de déléguée générale au syndicat de la production indépendante qu'elle a occupé pendant quelques semaines seulement. Le parquet national financier ayant ouvert une enquête préliminaire l'avisant, la commission ne l'a pas auditionné par la suite. Il ne s'agit en rien d'une censure, mais du strict respect de la séparation des pouvoirs, a fortiori lorsqu'une enquête judiciaire est en cours. Enfin, les anciens présidents de la République Nicolas Sarkozy et François Hollande n'ont pas souhaité répondre à nos convocations pour des motifs légitimes et comme l'article 67 de la Constitution les y autorise. À aucun moment le travail du rapporteur ne fut donc entravé. Par ailleurs, j'ai refusé le huis clos et nos auditions ont donc été menées en toute transparence vis-à-vis des journalistes et des Français qui ont pu les suivre en direct puisqu'elles ont toutes été retransmises sur le site de l'Assemblée nationale. Cette commission d'enquête a été l'une des plus médiatisées et des plus suivies de la Ve République, comme en témoigne l'ampleur de ses audiences et l'intérêt constant qu'elle a suscité sur les seuls réseaux sociaux de la chaîne parlementaire LCP sur YouTube, 1 222 771 vues d'audition en intégralité en direct ou en replay, auquel il faut ajouter 1 718 900 visionnages en format court. Sur Facebook, 27,6 millions de vues au total avec 6 vidéos ayant été vues par plus d'1 million de personnes. Sur Instagram, 21,5 millions de vues au total avec 4 vidéos à plus d'1 million de vues. Et sur TikTok, 11,7 millions de vues. Selon les chiffres partiels de la direction de la communication de l'Assemblée nationale depuis le 28 octobre dernier, ce sont plus de 2500 articles qui ont traité de cette commission d'enquête, plus de 3500 articles en incluant les reprises, dont près de 200 articles dans la presse quotidienne nationale et en moyenne 11,8 articles par semaine dans la presse française généraliste. Enfin, dans les médias TV et radio, on estime à environ 2000 mentions le nombre d'occurrences usant à la fois des termes commission d'enquête et audiovisuel public, soit une moyenne de 8 mentions par jour depuis les débuts de nos travaux.
Parce que je pressentais cet intérêt des Français et des médias pour notre commission d'enquête qui disposait, comme chaque commission, de pouvoirs considérables, audition sous serment, accès aux documents confidentiels, possibilité de saisir le parquet en cas de faux de témoignage, j'avais, dès la première audition, tenu à rappeler solennellement aux membres de la commission la responsabilité qui était la nôtre. Je cite: Les Français nous regardent, attendent beaucoup de nous et je ne permettrai pas que cette commission vienne alimenter la défiance grandissante à l'égard des politiques et des médias. Sans vouloir surestimer l'importance ou le rôle de cette commission d'enquête, elle peut contribuer à fragiliser un peu plus notre démocratie et je ne l'accepterai pas. Cette commission ne sera pas non plus le procès à charge de l'audiovisuel public. Nous ne sommes pas ici dans un tribunal politique et les députés ne sont pas des juges. Ce n'est pas ce que les Français attendent de nous, attendent du Parlement. Je prendrai toutes les décisions utiles et nécessaires pour que cette commission d'enquête ne soit pas dévoyée et qu'à la fin de nos travaux, elle soit utile. En revanche, cette commission d'enquête, qui est désormais celle de l'Assemblée nationale, sera le lieu d'un débat impartial et pluraliste où tous les groupes politiques, dans leur diversité, pourront s'exprimer et s'y faire entendre. Nous avons tous ici des convictions différentes sur l'audiovisuel public. Certains souhaitent sa privatisation, d'autres souhaitent qu'il soit renforcé. Cette commission d'enquête sera le lieu d'un travail approfondi, d'échanges nourris que je souhaite à chaque instant respectueux des personnes que nous convoquerons. Je n'accepterai plus de lire dans la presse une sémantique et des propos inacceptables à l'endroit des personnes que nous auditionnerons. Personne ici ne les passera sous le grill et nous ne sortirons pas les cadavres du placard. Les acteurs et les salariés de l'audiovisuel public méritent le respect que nous devons à chacun de nos concitoyens. En revanche, toutes les questions seront posées sans aucun tabou afin d'examiner la manière dont l'audiovisuel public met en œuvre les règles du pluralisme et d'impartialité qui s'imposent à lui, la manière dont il utilise l'argent public. Le budget de l'audiovisuel public représente la moitié du budget du ministère de la Culture. Et s'il y a des défaillances, des dysfonctionnements, des manquements, cette commission le dira clairement et les mettra en lumière de manière objective et sincère. Je vous le dis, chers collègues, avec la conviction qui est la mienne, entre ceux qui accablent l'audiovisuel public de tous les maux et souhaitent sa privatisation pure et simple, et celles et ceux qui nous expliquent qu'il n'y a aucun problème, rien à dire, rien à voir, rien à changer. Il y a un équilibre et c'est le débat que j'espère pouvoir faire éclore au sein de cette commission qui permettra de dire comment l'audiovisuel public met en œuvre la loi Léotard du 30 septembre 1986 qui lui demande d'assurer l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, qu'elle délivre ainsi que le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect notamment du principe d'égalité de traitement. Présenter une commission d'enquête aussi scrutée dans une assemblée aussi polarisée, où les divergences de vues sont souvent irréconciliables, fut une responsabilité exigeante et difficile. J'ai cherché avec constance et parfois avec difficulté à maintenir l'équilibre entre la nécessité du contrôle et de la transparence et le respect des personnes, entre la fermeté et la précision des questions et la loyauté du débat républicain, entre la liberté du rapporteur et la dignité de l'institution parlementaire. Je m'étais fixé une ligne claire, une seule boussole: permettre que le contrôle légitime de l'audiovisuel public et la transparence que nous devons aux Français sur l'utilisation de leur argent s'exercent dans un cadre digne, sérieux et respectueux, garantissant à chacun sa place, sans céder ni à la politique spectacle, ni au procès à charge ou à l'inquisition politique. Mon rôle n'était pas d'entraver ou de censurer le rapporteur, comme j'ai pu le lire, ni d'exercer une police des pensées ou d'éviter les questions qui fâchent, mais bien de garantir le bon fonctionnement de cette commission d'enquête et le respect des règles que nous avons fixées collégialement. Premièrement, pas de détournement de la commission d'enquête pour le transformer en tribunal politique, en procès individuel ou en lieu de la politique spectacle. 2. Respect absolu des personnes auditionnées et dignité des échanges et des débats, aussi bien durant les auditions qu'à l'occasion d'expressions publiques sur les réseaux sociaux et dans les médias. Personne ne devrait être jeté en pâture ou désigné à la vindicte publique, ce qui a impliqué de la retenue et une sémantique adaptée et m'a conduit à plusieurs rappels à l'ordre. 3. Partage du temps de parole entre le rapporteur et les députés lors des auditions pour garantir un débat pluraliste, permettre aux groupes politiques de s'exprimer. 4. Pas d'instrumentalisation ni de déformation des propos des personnes auditionnées sur les réseaux sociaux et dans les médias, ce qui commandait une retranscription exacte et rigoureuse des propos tenus pour ne pas fausser la compréhension de nos concitoyens. 5. Liberté de pouvoir poser toutes les questions sans aucune forme de censure, mais avec une exigence absolue. Fonder les questions sur des faits et non sur des suspicions, des soupçons. Ne pas porter ou relayer d'accusations individuelles sans qu'elles soient étayées par des faits. 6. Pas de communication en temps réel sur les réseaux sociaux pendant les auditions. Pas de live tweet. 7. Engagement de discrétion, de modération et de sobriété des expressions du rapporteur, du président et des membres du bureau dans les médias et sur les réseaux sociaux.
Malgré de nombreuses réunions de bureau et une suspension temporaire des auditions, je n'ai toujours pas été en mesure de garantir pleinement le respect de ces règles, dont certaines ont même été complètement bafouées par le rapporteur et certains membres de la commission. De trop nombreux incidents ont émaillé nos travaux et à plus d'une occasion empêché un travail serein et respectueux. Invectives, assinuations, accusations sans preuve, menaces, règlements de compte. Fait inédit, j'ai reçu des dizaines de courriers de la part de personnes auditionnées qui se sont plaintes de propos mensongers, voire diffamatoires, ou sortis de leur contexte, tenus ou relayés par le rapporteur, et ont demandé la rectification d'informations qu'elles estimaient inexactes ou déformées. Les insinuations, les calomnies, les accusations mensongères n'ont pas leur place dans une commission d'enquête, car elles portent atteinte à sa crédibilité. Nous ne pouvons pas nous permettre de sacrifier le respect que nous nous devons et que nous devons aux personnes auditionnées et à nos concitoyens, ni le respect absolu de la vérité des faits pour servir nos intérêts politiques ou personnels. Nul doute à cet égard que notre commission n'aura toujours pas donné une image à la hauteur du mandat que celle que nous ont confiée les Français. Je le regrette vivement et j'en prends pleinement ma part de responsabilité parce que j'ai simplement tenu à faire respecter ces règles élémentaires de civilité et à veiller à ce que notre commission puisse donner une image digne et sérieuse du travail parlementaire. J'ai été la cible dans certains médias et sur les réseaux sociaux d'attaques innombrables, d'insultes, de campagnes de haine, de vagues de calomnies et de tentatives d'intimidation que j'ai dénoncées à plusieurs reprises et qui en disent long sur l'état lamentable de notre débat public que la nuance et la modération semblent avoir déserté. Collabo-fascistes, islamophobes, suceurs de nazis, ordures gauchistes pour les autres, Veille, Duhamel, Brun-Pivet, Patrier Létu, la youpinerie se protège. Si tes enfants sont aussi vendus que toi, ils finiront eux aussi dans les poubelles de l'histoire, corrompus pour enterrer les preuves, protéger le système, etc. Vous êtes nuancé, équilibré, alors vous êtes forcément lâche, vous êtes mesuré, impartial, alors vous êtes un traître. Durant cette commission d'enquête, on a cherché à remettre en cause mon indépendance, mon impartialité, ma probité, alors même que, par souci de transparence, j'ai pris soin de déclarer lors des auditions ma qualité d'ancien administrateur de Radio France de 2022 à 2024 et de membre du conseil d'administration de France Média Monde depuis octobre 2024, fonction de contrôle non rémunérée que j'ai exercée au nom de l'Assemblée nationale et donc des Français, avec la plus grande exigence et sans aucune complaisance. Fait lui aussi inédit dans une commission d'enquête, un média, l'incorrect, et même aller jusqu'à inventer une affaire fictive d'enrichissement personnel pour salir ma réputation et discréditer mon travail. Une plainte a été déposée au pénal contre ce média qui, à la faveur d'une indécente j'accuse, alla même jusqu'à comparer le rapporteur à Émile Zola et l'audiovisuel public à un système mafieux selon les termes de l'éditorial. De la même manière, au cours d'une audition, le rapport a laissé entendre que j'aurais des liens avec une société de production, ce qui a entraîné une vague de complotisme sur les réseaux sociaux. Enfin, M. Cordival, l'une des personnes auditionnées, est même allé jusqu'à me menacer de porter plainte car il n'avait pas reçu l'email de convocation de la part des services de l'Assemblée, email pourtant bien envoyé. Le rapporteur a lui-même été la cible d'attaques, y compris au sein de la commission, que j'ai condamné fermement. Je me désole de ce dévoiement du débat public, car il fragilise durablement et profondément notre démocratie. Je regrette également vivement que plusieurs propos ambigus, contradictoires, voire mensongers aient été tenus devant notre commission, qu'il s'agisse des accusations lancées par l'ancienne ministre de la Culture, Rachida Dati, à l'encontre des journalistes de complément d'enquête au sujet d'un supposé Moyen-Âge de témoignages contre elle, ou des accusations portées par Jean-Jacques Cordival, secrétaire général du syndicat des personnels de la communication et de l'audiovisuel, à l'encontre de Pierre-Antoine Capton, dirigeant de la société de production Media One, au sujet d'une soirée organisée par ce dernier et dont l'objet avancé était totalement différent de la réalité. Je tiens à être clair, des propos mensongers sont inadmissibles devant une commission d'enquête parlementaire et sont punis au titre de faux témoignage ou de subordination de témoins sur le fondement des articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal, comme le spécifie le quatrième alinéa du grand 3 de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. À ce titre, en ce qui concerne les propos de M. Cordival, j'ai saisi l'autorité judiciaire pour parjure. Les journalistes de complément d'enquête m'ont transmis des éléments qui garantissent leur bonne foi. L'ancienne ministre de la Culture m'a transmis des éléments qui accréditent le fait qu'elle pourra être de bonne foi. Conformément au règlement de l'Assemblée nationale, j'ai donc transmis ces éléments au bureau de l'Assemblée pour qu'il statue sur les suites à donner. Par ailleurs, la commission a dû travailler dans un contexte particulièrement mouvant où, à la faveur d'un entrechoquement des calendriers, peut-être suscité ou accéléré d'ailleurs par la création même de cette commission d'enquête, plusieurs changements ont eu lieu au sein de l'audiovisuel public, une réorganisation profonde de France Télévisions annoncée en janvier 2026, la mise en place d'un baromètre du pluralisme au sein de
Radio France annonçait en décembre 2025 la nomination de Philippe Corbet à la tête de l'information de France Télévisions en remplacement d'Alexandre Cara, ainsi que la démission d'Adèle Vendrette de la tête de France Inter, remplacée par Céline Pigalle au mois de mars dernier. C'est enfin durant cette commission que l'ARCOM a confié une mission sur la notion d'impartialité au vice-président honoraire du Conseil d'État, M. Bruno Lasserre, notion à laquelle la loi de 1986 fait explicitement référence et qui s'impose avec force au secteur public audiovisuel. Si on a quelques difficultés à comprendre comment l'autorité de régulation, l'ARCOM aujourd'hui, le CSA hier, et le juge administratif ont pu appliquer depuis 40 ans la notion d'impartialité sans trop savoir comment l'appréhender, au point qu'il faille aujourd'hui y réfléchir posément, je regrette que les conclusions de la mission Lasserre n'aient pas été connues avant la fin des travaux de la commission. Elles auraient pu les enrichir utilement. Par ailleurs, préalablement au lancement de nos travaux, le Conseil d'État a rendu plusieurs arrêts d'importance sur les thématiques du pluralisme des courants d'idées et d'opinion, en jugeant notamment que pour apprécier le respect par une chaîne de télévision, quelle qu'elle soit, du pluralisme et de l'information, l'ARCOM devait prendre en considération la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris donc les chroniqueurs, animateurs et invités, et pas uniquement le temps d'intervention des personnalités politiques. Le Conseil d'État a également jugé que l'ARCOM devait s'assurer de l'indépendance de l'information au sein de la chaîne en tenant compte de l'ensemble de ses conditions de fonctionnement et des caractéristiques de sa programmation, et pas seulement à partir de la séquence d'un extrait d'un programme particulier. Notre commission a donc dû prendre en compte ces nouveaux éléments juridiques pour conduire ses travaux à la lumière des éclairages les plus récents, quand bien même on manquerait évidemment de recul quant à leur mise en œuvre. Parce qu'ils représentent 4 milliards d'euros de fonds publics, j'ai toujours considéré que contrôler l'audiovisuel public était non seulement légitime, mais aussi utile, et qu'ils devaient rendre des comptes aux représentants de la nation de la manière la plus régulière et la plus précise possible. Malgré des méthodes contestables et des dérives regrettables, cette commission d'enquête a cherché à contrôler le service public audiovisuel, à interroger de manière approfondie ses acteurs, ses missions, ses moyens d'action, son financement et à vérifier plus largement le respect du pluralisme, de l'indépendance, de l'impartialité et de l'honnêteté de l'information qui est un bien public essentiel dans une société démocratique. Si les travaux de la commission ont mis en lumière des dysfonctionnements et des manquements réels qui appellent des réponses fermes, rapides et ambitieuses, et ne doivent pas être minimisés, ils n'ont pas révélé un système mafieux ni une quelconque affaire d'État comme certains ont pu le suggérer. Enfin, la commission d'enquête a permis de rappeler, s'il en était besoin, et c'est aussi l'un de ses enseignements, l'importance pour la France de disposer d'un audiovisuel public fort, indépendant et souverain. Personne parmi les 234 personnes auditionnées, y compris les plus critiques, n'a appelé à la privatisation de l'audiovisuel public auquel les Français demeurent attachés et qu'il nous faut défendre. Au terme de nos travaux, je regrette profondément que nous n'ayons pas réussi collectivement à tenir l'objectif que nous nous étions fixé, éviter que cette commission vienne alimenter la défiance grandissante à l'égard des politiques et des médias. Il faudra en tirer les leçons et les enseignements et engager une réforme en profondeur des commissions d'enquête, non pas pour restreindre leurs pouvoirs, mais pour en préciser et en revoir les règles de fonctionnement. 2. Une commission d'enquête à l'épreuve de la politique spectacle. En politique, ce qu'il y a souvent de plus difficile à apprécier et à comprendre, c'est ce qui se passe sous nos yeux, nous rappelle Alexis de Tocqueville. La vie démocratique connaît aujourd'hui une mutation profonde marquée par l'essor de ce que l'on peut qualifier de politique spectacle. Celle-ci se caractérise par un renversement progressif des priorités, la mise en scène tend à primer sur le contenu, l'émotion sur l'argumentation et la recherche de visibilité médiatique sur les exigences patentes de la discussion. Pour capter l'attention, devenue une ressource rare, le débat public s'inscrit désormais dans une logique de surmobilisation de l'audience. L'émergence des réseaux sociaux a amplifié ce phénomène en introduisant le primat de l'algorithme dans la hiérarchisation de l'information et en valorisant les contenus les plus immédiats, les plus clivants et les plus émotionnels. La visibilité dépend désormais de la viralité et le débat se fragmente en une multitude de séquences discontinues. Cette évolution n'est pas sans conséquence, elle favorise une polarisation croissante de la vie publique et une spectacularisation de la vie politique. La politique spectacle peut servir des agendas politiques et personnels plus ou moins structurés, plus ou moins assumés. La commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public est le symptôme de cette démocratie du spectacle, où la recherche de la notoriété prend le pas sur le travail de contrôle parlementaire. Le rapporteur a fait le choix d'inscrire ses travaux dans cette logique en surmédiatisant la commission, en la déplaçant de son cadre institutionnel vers les médias et les réseaux sociaux. Dans une société de plus en plus polarisée, de telles méthodes fragilisent le débat démocratique et altère la sérénité, l'impartialité et la crédibilité du travail parlementaire. Petit a. Le choix de l'hypermédiatisation par le rapporteur a nui à la crédibilité, à la sérénité et à l'impartialité des travaux de la commission. Je ne peux pas passer sous silence les dérives qui ont à plusieurs reprises marqué le déroulement de nos travaux.
Au-delà des désaccords politiques légitimes, certaines pratiques ont contribué à détourner la commission de sa vocation initiale en remettant en cause la sérénité de nos débats et en installant tout au long de nos travaux un climat propice à des logiques de règlement de compte entre le rapporteur et certains auditionnés. En effet, les nombreuses interventions médiatiques du rapporteur, 36 interviews recensées, dont 11 à la radio et 10 à la presse écrite, tout au long de la commission, ont déplacé en partie notre travail hors du cadre solennel des auditions à l'Assemblée nationale. Ces interventions ont pu conduire ensuite à des échanges virulents entre le rapporteur et les personnes auditionnées à distance des travaux de la commission et conduisant nécessairement au dévoiement des auditions qui se sont transformées à de trop nombreuses reprises en règlement de compte. Je regrette ce choix fait par le rapporteur de s'être exprimé aussi régulièrement dans les médias, car un tel comportement, même si l'on peut le comprendre, n'est pas de nature à garantir la sérénité, l'indépendance, l'objectivité et l'impartialité de nos travaux, lesquels exigent un devoir de réserve et une sobriété dans nos expressions publiques pendant toute la durée des travaux d'une commission d'enquête. B. L'utilisation massive des réseaux sociaux par le rapporteur a accéléré la propagation de fausses informations et perturbé la sérénité des travaux et des auditions qui se sont transformés souvent en procès à charge. Dès le début de la commission d'enquête, le rapporteur a fait le choix d'une utilisation massive des réseaux sociaux. Plus de 330 posts sur X, 80 publications recensées sur Facebook, 90 sur Instagram, allant même jusqu'à tweeter en temps réel les auditions. À travers certains posts et certaines vidéos, des messages non éditorialisés, des extraits partiels d'auditions ou sortis de leur contexte, des insinuations ont été diffusées, contribuant à la circulation de fausses informations ou d'informations insuffisamment vérifiées. Ces méthodes ont installé un climat de mise en accusation permanente des personnes auditionnées, ce qui nous a éloignés des exigences de rigueur et de sérénité qui doivent normalement présider à une commission d'enquête parlementaire. Lors du bureau de la commission du 6 janvier 2026, j'ai fait adopter de nouvelles règles visant à restaurer la crédibilité de nos travaux, interdiction des live tweets pendant les auditions, engagement de ne pas déformer les propos des personnes entendues, modération du ton des interventions publiques. Des insinuations ou accusations graves ont également été relayées publiquement sur les réseaux sociaux et dans la presse, sans que des preuves tangibles permettant de les étayer soient apportées dans le cadre de nos travaux. Utilisées à dessein, elles visaient sans doute à créer le doute, le soupçon, à jeter l'opprobre sur l'audiovisuel public et en tout cas à susciter la colère de nos concitoyens, à qui nous devons pourtant la vérité des faits. À titre d'exemple, à plusieurs reprises, le rapporteur, s'appuyant sur le rapport de la Cour des comptes, a dénoncé dans ses interventions médiatiques et sur ses réseaux sociaux les frais de cocktail particulièrement élevés au sein de France Télévisions durant la crise sanitaire. Or, le terme de cocktail n'apparaît pas dans le rapport de la Cour qui mentionne des frais de réception. Par ailleurs, ces chiffres avaient déjà fait l'objet d'une vérification par l'AFP qui avait démontré que leur interprétation était erronée. Le montant avancé apportait des frais de cocktail quotidiens reposés sur une lecture approximative et trompeuse de données agrégées, recouvrant en réalité des dépenses diverses, y compris les dépenses de restauration des salariés de France Télévisions mobilisés et qui travaillaient pendant la crise sanitaire. Ces approximations volontaires, ces faits instrumentalisés et déformés ont pu contribuer à donner aux Français une perception trompeuse du fonctionnement de l'audiovisuel public. Sur un autre sujet, lors de son audition le 25 février, M. Cordival a assuré de manière mensongère les dirigeants de Media One, a accusé de manière mensongère les dirigeants de Media One d'avoir privatisé Maxims pour fêter la reconduction de Mme Ernotte à la présidence de France Télévisions, ce qui m'a conduit à saisir l'autorité judiciaire pour parjure. Alors qu'à plusieurs reprises, le rapporteur a été informé du caractère mensonger de cette déclaration, il l'a tout de même relayé sur ses réseaux sociaux. S'agissant de l'audition de l'animateur Samuel Etienne, le rapporteur a utilisé sur ses réseaux sociaux un vocable judiciaire inadapté parlant d'aveu alors même que l'animateur a de manière transparente répondu aux questions de la commission et expliqué de lui-même spontanément les raisons de son départ de France Télévisions. L'utilisation du terme ahurissant pour qualifier la rupture conventionnelle que Samuel Etienne aurait négociée avec France Télévisions témoigne de nouveau de cette volonté de choquer, de jeter l'opprobre sur telle ou telle personne, alors même que cette manière de présenter les choses s'éloignerait fortement de la vérité, à laquelle une commission d'enquête est par définition très attachée. En décembre, dans une interview du podcast Les Incorrectibles, et avant même que Nagui ait été auditionné par la commission d'enquête, le rapporteur l'a mis en cause en indiquant qu'il était la personne sur les 10 dernières années en France qui s'est le plus enrichi sur l'argent public, pour des centaines de millions d'euros. Loin de tout devoir de réserve avec lequel un rapporteur devra exercer sa mission, a fortiori avant que la personne mise en cause ne soit auditionnée par la commission, cette désignation à la vindicte publique a donné lieu ensuite à des échanges par médias et réseaux sociaux interposés et a conduit nécessairement à ce que l'audition de Nagui se transforme en règlement de compte. Ces méthodes du rapporteur ont donné lieu à de nombreux courriers de plainte de la part des personnes auditionnées qui ont pu lui reprocher pêle-mêle
la diffusion sur les réseaux sociaux d'extraits d'auditions tronqués ou sortis de leur contexte, la déformation de leurs propos et de leurs déclarations, la manipulation des faits et la reprise ou la présomption d'informations jugées inexactes ou mensongères, la divulgation de données sensibles issues des travaux de la commission, notamment extraites de la data room, la mise en cause publique de leur intégrité ou de la sincérité de leurs déclarations à travers des propos diffamatoires. Certaines personnes auditionnées ont même demandé explicitement au rapporteur des rectifications, voire des excuses publiques. Ces courriers, par leur nombre et leur diversité, témoignent d'un malaise réel et d'une indignation croissante quant aux conditions dans lesquelles certaines auditions ont été menées et à la manière dont elles ont été retranscrites ensuite par le rapporteur dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ils viennent corroborer le constat d'une dérive des travaux de la commission, marquée par une confusion entre le temps de l'audition parlementaire qui exige rigueur, contradictoire et fidélité aux propos tenus, et celui de la communication immédiate où la recherche de visibilité peut conduire à des simplifications, voire à des déformations ou pire, à des manipulations. Si ces méthodes ne sauraient remettre en cause l'ensemble des travaux de la commission, elles constituent néanmoins une évolution préoccupante et délétère des commissions d'enquête. Ce sont d'ailleurs ces dérives qui m'ont conduit à suspendre temporairement les travaux de la commission d'enquête en janvier dernier, une décision inédite sous la Ve République mais nécessaire. Compte tenu des instrumentalisations personnelles et politiques des commissions d'enquête, il faut urgemment en revoir les règles et le fonctionnement, les droits et les devoirs des membres qui les composent afin de garantir que le travail de contrôle exigeant et essentiel qu'elles mènent se déroule dans un cadre rigoureux, digne et respectueux. 3. Une commission d'enquête au service d'un projet politique, l'affaiblissement de l'audiovisuel public en vue de sa privatisation. Petit a. Le débat sémantique entre neutralité et impartialité de l'audiovisuel est un débat politique. L'intitulé même de la commission d'enquête portant sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel a suscité dès ses premières auditions un débat sémantique important et révélateur. La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, texte fondateur de notre régulation audiovisuelle, ne mentionne pas le terme de neutralité. Elle impose aux services de communication audiovisuelle et singulièrement aux services publics une obligation d'impartialité, d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme dans le traitement de l'information. La neutralité est une obligation qui pèse sur les agents et les services de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. Elle interdit toute manifestation d'opinion personnelle dans le cadre professionnel, mais cette neutralité administrative ne saurait être transposée telle qu'elle à l'ensemble du champ de l'information. L'impartialité journalistique est d'une autre nature car elle n'interdit pas l'opinion, puisque le journalisme d'opinion existe et a sa place dans le débat démocratique, mais elle impose l'honnêteté intellectuelle, la rigueur et la vérification des faits, l'équilibre dans la présentation des différents points de vue et le respect constant du contradictoire. Comme l'ont établi les juristes auditionnés, notamment les professeurs M. Arnaud Di Meglio, Mme Laurence Franceschini, M. Guillaume Lécuyer et Mme Pauline Trouillard, le pluralisme interne, c'est-à-dire la diversité des courants d'opinion au sein d'un même média, s'impose particulièrement à l'audiovisuel public. Le choix du terme neutralité dans l'intitulé de la commission n'était donc pas innocent de la part du groupe UDR. Il portait en germe une confusion volontaire entre l'obligation administrative de neutralité et l'exigence journalistique d'impartialité. Cette confusion a été instrumentalisée à maintes reprises au cours des auditions pour laisser entendre que tout journaliste du service public exprimant une conviction ou adoptant un angle éditorial manquerait à ses obligations. Je le dis avec fermeté, cette lecture est juridiquement erronée et démocratiquement dangereuse. Il est indispensable à ce stade d'éclairer le lecteur et les Français sur le contexte politique dans lequel s'inscrit ce rapport. Petit b. La privatisation. Un projet politique affirmé par l'UDR et le RN, mais un objectif jamais assumé dans le cadre des travaux de la Commission. Le rapporteur de la Commission est le porte-parole du groupe UDR à l'Assemblée nationale dont les positions sur l'audiovisuel public sont connues. Son président, Éric Ciotti, a évoqué en mai 2024 ne pas avoir de tabou au sujet de la privatisation, une position reprise par plusieurs parlementaires du groupe UDR, à l'instar de Mme Mansouri, porte-parole du groupe, ou encore de Géraud Verny, notamment lors des discussions à l'Assemblée nationale sur la réforme du financement de l'audiovisuel public. En septembre 2025, il a proposé la privatisation de l'audiovisuel public afin de réaliser 4 milliards d'économies dans une lettre de contre-budget adressée au Premier ministre Sébastien Lecornu. Enfin, l'UDR est allié au Rassemblement national dont les positions sur l'audiovisuel public sont connues. En effet, Marine Le Pen et Jordan Bardella n'ont cessé de répéter leur volonté de privatiser l'audiovisuel public français, volonté qui figure dans le programme présidentiel du RN. À l'annonce de la publication du rapport, le Rassemblement national a même lancé une pétition pour la privatisation de l'audiovisuel public et Jordan Bardella et Marine Le Pen ont réaffirmé cette position, avec une constance que chacun connaît. Il est parfaitement légitime d'avoir des positions divergentes sur l'audiovisuel public, mais au regard des éléments précédents, il est regrettable que l'UDR n'ait pas assumé l'objectif politique de cette commission d'enquête, préparer les esprits à la privatisation de l'audiovisuel public. Le rapporteur n'a eu de cesse de présenter son travail comme un travail technique comptable centré sur la recherche d'économies de gestion et d'une meilleure efficacité de la dépense publique
afin de sauver l'audiovisuel public. Mais à la lumière de la méthode employée lors des auditions qui s'apparente à une instruction à charge, au regard des propositions formulées dans le rapport, il n'y a pas de doute sur l'objectif politique de l'UDR, affaiblir l'audiovisuel public, en réduire le périmètre et à terme le privatiser. On ne cherche pas à sauver un secteur ou une entreprise quand on propose de diminuer son budget de 25%, soit 1 milliard d'euros, comme le propose le rapporteur en ce qui concerne l'audiovisuel public. C'est des propositions qui préparent la privatisation et sa reprise en main politique. La fusion de France 2 et de France 5 constituerait une erreur stratégique majeure. France 5 incarne pleinement les missions du service public audiovisuel, par la place qu'elle accorde aux documentaires, à la transmission des savoirs, à la mise en valeur de notre patrimoine. Elle contribue directement à l'information, à l'éducation, à la culture et à la compréhension du monde. Sa ligne éditoriale exigeante et reconnue constitue un atout pour l'ensemble du service public. La diluer dans une logique de fusion poserait la question du maintien de cette singularité qui fait précisément sa force. Une telle orientation ne me paraît ni justifiée au regard des objectifs poursuivis, ni cohérente avec l'ambition de renforcer la spécificité et la singularité du service public. La fusion de France Info et de France 24 soulèverait une incohérence de fond au regard de leurs missions respectives. France Info s'adresse prioritairement au public français, avec une mission d'information nationale en continu. France 24, à l'inverse, est un média international tourné vers l'extérieur qui porte la voix de la France dans le monde. Ces deux médias répondent à des logiques éditoriales, des publics et des enjeux profondément distincts. Les fusionner reviendrait à brouiller ces missions sans apporter de synergie évidente. Dans un contexte marqué par la guerre de l'information et des enjeux d'influence, affaiblir la clarté de notre dispositif international ne me paraît pas pertinent. La nomination des dirigeants de l'audiovisuel public par le président de la République constituerait un retour en arrière préoccupant. L'indépendance de l'audiovisuel public était au cœur de cette commission. Tout au long du rapport, le rapporteur insinue une proximité entre les dirigeants de l'audiovisuel public et les présidents de la République mettant en cause leur indépendance. Dès lors, cette proposition est non seulement dangereuse mais incohérente et ne peut se lire qu'à l'aune de la possibilité que le Rassemblement national accède à la présidence de la République et puisse exercer ce pouvoir de nomination. Et l'avis des commissions parlementaires des affaires culturelles n'y changera rien, a fortiori dans le cadre d'une majorité relative ou absolue à l'Assemblée nationale. L'indépendance ne se décrète pas, elle se garantit par des mécanismes institutionnels clairs, équilibrés et protecteurs, et ce retour en arrière n'est pas acceptable. Remerciements, petit 4. Je veux remercier l'ensemble des membres de la commission d'avoir participé aux travaux de cette commission et malgré les divergences de vues, les légitimes indignations, d'avoir permis de faire émerger les questions utiles et de faire éclore un débat nécessaire. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude au service de l'Assemblée et aux administrateurs qui nous ont accompagnés tout au long de ces mois avec rigueur, professionnalisme, indépendance et impartialité. Ils ont été la cible d'attaques indignes et je veux leur redire notre soutien car ils sont les garants de la qualité de notre travail parlementaire. Je veux remercier les personnes auditionnées d'avoir répondu à nos questions en transparence et ce parfois pendant des heures et je veux m'excuser auprès d'elles si les propos qui ont été tenus dans l'enceinte de cette commission ou à l'extérieur ont pu porter atteinte à leur intégrité, à leur probité. Les commissions d'enquête ne sont pas faites pour jeter en pâture nos concitoyens, mais bien pour faire la transparence. Aux salariés de l'audiovisuel public qui ont pu sentir blessés, remis en cause dans leur travail, leur mission et même attaqués, je veux exprimer la reconnaissance des membres de cette commission pour leur engagement au quotidien afin d'informer les Français, les divertir, leur offrir un accès à la culture, aux arts et à la création. Je veux remercier les journalistes qui ont couvert nos travaux dans la diversité de leur ligne éditoriale et de leur liberté de ton. Plus que jamais, nous avons besoin de préserver la liberté de la presse et de garantir une information pluraliste, fiable et indépendante. Et enfin, aux Français qui ont suivi nos travaux, je veux dire que j'ai tout fait à ma place pour que cette commission d'enquête soit utile et transparente. À eux désormais, comme citoyens responsables, de se forger une opinion et un avis sur cette question aussi essentielle que l'avenir de notre audiovisuel public. Proposition du président. 40 mesures pour un audiovisuel public fort, transparent, bien géré, serein et indépendant. Introduction. Les travaux de la commission d'enquête sont intervenus à un moment décisif pour notre démocratie. En effet, l'information est devenue le champ de bataille de toutes les influences, qu'elles soient géopolitiques, commerciales, idéologiques. Les réseaux sociaux ont bouleversé les conditions de production et de consommation de l'information. Les plateformes numériques mondialisées captent désormais une part majeure de l'attention et des ressources publicitaires. Jamais dans notre histoire, la désinformation n'a prospéré avec une telle ampleur, une telle force de persuasion. Dans ce contexte, l'existence d'un audiovisuel public fort, indépendant, pluraliste et financièrement sain n'est pas une gabegie, mais une nécessité démocratique et un enjeu de souveraineté culturelle. Les Français y sont d'ailleurs attachés, comme en témoignent les audiences de Radio France et de France Télévisions. Il est pour nombre de nos concitoyens une présence quotidienne, une voix familière. Pour autant, l'audiovisuel public n'est pas exempt de tout reproche et nous devons être exigeants lorsqu'il s'agit d'un service public financé par l'ensemble des Français et qui s'adresse à tous. Les travaux de notre commission ont mis en lumière des dysfonctionnements réels
Des manquements documentés dans les domaines suivants: l'exercice du rôle de tutelle de l'État, la gouvernance, la gestion budgétaire et financière, le manque d'outils de suivi suffisamment précis, notamment en matière de compatibilité analytique au sein de France Télévisions, ce qui restreint la capacité du Parlement et des organismes de contrôle à apprécier finement l'utilisation des fonds publics. La prévention des risques de conflit d'intérêts et de mélange des genres, le manque de moyens des comités d'éthique, le respect des règles de pluralisme et d'impartialité. Ils ne doivent pas être minimisés et appellent des réponses fortes et des règles plus strictes pour garantir l'efficacité et la gestion rigoureuse de la dépense publique, ainsi que l'impartialité et l'indépendance du service public audiovisuel. Notre commission d'enquête n'a cependant pas révélé de système mafieux comme j'ai pu le lire. L'audiovisuel public doit se réformer profondément et se recentrer sur ses missions essentielles: informer de manière fiable, pluraliste et indépendante, soutenir la création artistique et culturelle dont il est l'un des principaux financeurs, proposer des programmes, y compris des divertissements et des jeux qui permettent de réaffirmer la spécificité du service public et sa complémentarité avec l'audiovisuel privé. Premièrement, l'audiovisuel public, pilier de notre démocratie. A. Un service public audiovisuel aux atouts considérables. France Télévisions est le premier groupe audiovisuel français en termes d'audience cumulée. La plateforme France.tv atteint 40 millions de visiteurs mensuels et constitue la première offre de streaming gratuite en France. Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, 60 millions de Français ont regardé les épreuves sur les antennes du service public, 56 millions ont regardé du sport sur France Télévisions en 2025. Ces chiffres illustrent le rôle majeur du service public qui accompagne les grands moments de la nation. France Télévisions est également le premier financeur du cinéma français, contribuant au financement d'environ 300 films par an, dont 70 premiers films. Les organisations du cinéma, l'API, l'ARP, le SPI, l'UPC ont unanimement rappelé lors de leur audition le caractère irremplaçable de cet engagement. Il est également le premier financeur et diffuseur de la création documentaire. Le secteur de la production audiovisuelle dans son ensemble représente 260 000 emplois, 12,6 milliards d'euros de valeur ajoutée et plus de 3 000 sociétés de production. Radio France est le premier groupe radiophonique français avec 13,8 millions d'auditeurs quotidiens. France Inter est la première radio de France. France Culture est une exception dans le paysage médiatique mondial. France Info a su se transformer en chaîne d'information continue multimédia. France Musique offre un service irremplaçable de diffusion et de promotion de la création musicale. L'INA a accompli une transformation numérique exemplaire. Ses audiences sont passées de 157 millions de vidéos vues en 2015 à 2,2 milliards aujourd'hui, avec un taux de confiance de 91% des internautes, le tout pour un coût de 1,50 € par an et par Français. La Cour des comptes a émis un rapport favorable avec seulement 5 recommandations, un bilan que bien des organismes publics pourraient lui envier. France Média Monde, à travers France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya, porte la voix de la France dans le monde avec une audience en constante progression, dans un contexte géopolitique marqué par les guerres informationnelles, la manipulation de l'information et la montée en puissance de médias d'influence étatique. Le rôle de France Média Monde est plus stratégique que jamais. Face aux médias d'influence financés par les États autoritaires, Russia Today, CGTN, Al Jazeera dans une certaine mesure, France 24 et RFI incarnent une voix indépendante, attachée aux valeurs démocratiques et à la liberté de la presse. L'ARCOM a d'ailleurs été chargé du blocage des médias russes, faisant l'objet de sanctions européennes, une mission qui illustre le caractère stratégique de la régulation audiovisuelle dans le contexte géopolitique actuel. L'Afrique francophone constitue un enjeu majeur pour France Média Monde. RFI y est le premier média international en termes d'audience et France 24 y a considérablement renforcé sa présence. Mais cette position est menacée par la montée en puissance de médias russes, RT France et ses déclinaisons africaines, et chinois, CGTN Afrique, qui investissent massivement le continent avec des stratégies d'influence assumées. Le renforcement de France Média Monde en Afrique dépasse donc le simple enjeu culturel, c'est un enjeu de politique étrangère et de sécurité nationale. Enfin, l'audiovisuel public bénéficie d'un capital de confiance encore significatif, entre 69 et 80% d'images positives selon les enquêtes. Ce capital est précieux et ne doit rien au hasard. Il est le fruit de décennies d'engagement de dizaines de milliers de journalistes, techniciens, réalisateurs, producteurs au service de l'intérêt général. Le capital humain est le premier atout de l'audiovisuel public, mais c'est aussi l'un de ses points de fragilité. Le rapport du CEDAET sur la rédaction nationale de France Télévisions a révélé un climat au travail dégradé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 54% des répondants estiment de ne pas être traités équitablement, 52% ne reçoivent pas le respect qu'ils méritent, 43% ont été exposés à des comportements problématiques, des témoignages de harcèlement ont été recueillis. La fusion des rédactions de France 2 et France 3, censée produire une rédaction nationale hybride et enrichie, s'est traduite dans les faits par une absorption du modèle France 3 par celui de France 2. Les journalistes issus de France 3 nous ont indiqué se sentir relégués dans des positions subalternes, avec des inégalités salariales persistantes. Un moindre accès aux éditions prestigieuses et aux postes d'encadrement, la CGT a signalé plus de 30 cas de risques graves
dans le réseau France 3. Les syndicats de Radio France ont de leur côté alerté sur l'impact des coupes budgétaires sur les conditions de travail et la politique salariale. La qualité du service public dépend in fine de la qualité et de la motivation de ses agents. La réforme de la gouvernance que je propose devra impérativement intégrer un volet social ambitieux, incluant un plan de résorption des inégalités salariales héritées de la fusion des rédactions, un renforcement des dispositifs de prévention des risques psychosociaux et une revalorisation des parcours professionnels. Petit b, un paysage médiatique et numérique radicalement transformé. Si l'audiovisuel public conserve des atouts considérables, il évolue dans un environnement qui n'a plus rien à voir avec celui dans lequel la loi du 30 septembre 1986 a été conçue. Ce constat partagé par la quasi-totalité des personnes auditionnées doit impérativement constituer le socle de toute réflexion sur l'avenir du service public de l'audiovisuel. Le marché publicitaire télévisuel est en déclin structurel. Les plateformes numériques captent une part croissante des investissements, plus de 52% aujourd'hui, leur part devrait atteindre 65% en 2030, dont la moitié concentrée en quatre acteurs, Alphabet, Meta, Amazon et TikTok. Cette captation massive des ressources publicitaires par des acteurs extra-européens a des conséquences directes sur le financement de la création française et européenne. Les usages ont profondément évolué par ailleurs. Pour les 18-30 ans, la télévision linéaire ne représente plus que 18% de la consommation vidéo, contre 65% pour l'ensemble de la population. L'audiovisuel public doit investir plus significativement dans des contenus dédiés aux jeunes adultes face aux investissements colossaux des plateformes mondiales. Parallèlement, la désinformation a pris une ampleur sans précédent ces dernières années. Les réseaux sociaux sont devenus des vecteurs de propagation de fausses informations à une échelle et à une vitesse inédite. L'intelligence artificielle générative ouvre de nouvelles possibilités de manipulation de l'information, deepfake, contenu synthétique, bots conversationnels programmés pour influencer l'opinion. Face à ces menaces, l'existence d'un audiovisuel public capable de produire une information vérifiée, sourcée et contradictoire constitue un rempart démocratique. Comme l'ont souligné de nombreuses personnes auditionnées, l'affaiblissement de l'audiovisuel public profitera in fine aux plateformes étrangères au détriment de la souveraineté culturelle française. C. La souveraineté culturelle à l'épreuve des plateformes mondiales. L'audiovisuel public français n'est pas seulement un acteur médiatique, c'est un instrument de notre souveraineté culturelle. Dans un monde où les contenus sont de plus en plus produits, distribués et monétisés par des acteurs américains et asiatiques, la capacité de la France à produire et à diffuser ses propres récits dans sa propre langue selon ses propres critères éditoriaux est un enjeu stratégique de premier plan. Reporters sans frontières a rappelé lors de son audition que la France se classe au 25e rang sur 180 pays pour la liberté de la presse et que plus de 50% des pays européens font face à des menaces politiques sur la gouvernance et le contenu de leurs médias publics. Cette tendance internationale doit tous nous alerter. L'indépendance de l'audiovisuel public n'est jamais acquise, elle doit être défendue et consolidée en permanence. Les quatre anciens ministres de la Culture auditionnés, Mme Aurélie Filippetti, M. Franck Riester, Mme Roselyne Bachelot et Mme Rima Abdul-Malak, ont unanimement plaidé pour le maintien d'un service public fort. Ce consensus transcende les clivages politiques et témoigne d'une conviction partagée, celle selon laquelle l'audiovisuel public est un bien commun qui appartient à tous les Français. La notion de service public de l'audiovisuel plonge ses racines dans la philosophie républicaine française. Dès les origines de la radiodiffusion, puis de la télévision, le législateur a considéré que l'information et la culture diffusées par les ondes ne pouvaient être entièrement laissées aux forces du marché. Ce choix fondateur reste pertinent au XXIe siècle et l'argument selon lequel la multiplication des canaux de diffusion, câbles, satellites, internet, réseaux sociaux rendrait obsolète la notion de service public audiovisuel ne paraît pas fondée. C'est précisément parce que l'offre informationnelle est devenue pléthorique, fragmentée et souvent peu fiable que le besoin d'un repère de confiance est plus fort que jamais. Ce repère doit être celui d'un média financé par tous, au service de tous, soumis à des obligations de qualité, de pluralisme et d'impartialité qui doivent être respectées strictement. Le service public de l'audiovisuel n'est donc pas un vestige du passé, mais doit constituer au contraire une réponse aux défis actuels. Face à la désinformation, il offre une information vérifiée. Face à la fragmentation culturelle, il propose un espace de partage commun. Face à la marchandisation de l'intention, il place l'intérêt général avant le profit. Face à l'uniformisation des contenus par les algorithmes des plateformes mondiales, il défend la diversité des contenus et la création audiovisuelle. Ces fonctions sont irremplaçables et complémentaires de l'audiovisuel privé. Par ailleurs, notre commission d'enquête a mis en lumière un phénomène documenté tout au long de nos travaux, l'intensification de la guerre entre médias publics et médias privés. France Télévisions et Radio France ont assigné CNews, Europe 1 et le JDD devant le tribunal de commerce pour dénigrement, une démarche sans précédent dans l'histoire de l'audiovisuel français. Cette judiciarisation des relations entre médias publics et privés est un symptôme de la dégradation du débat public autour de l'audiovisuel et témoigne d'une polarisation préoccupante du paysage médiatique, d'autant que l'affaiblissement du service public audiovisuel fragiliserait l'ensemble de l'écosystème médiatique français.
Je suis consciente des limites, des manquements et des dysfonctionnements de l'audiovisuel public, mais je refuse que le contrôle légitime et nécessaire du service public serve de prétexte à son dénigrement permanent. La distinction entre la critique constructive et son dénigrement systématique est une question de bonne foi. Si la première est saine en démocratie, le second sert de justification à l'idée d'une privatisation. Les citoyens sont parfaitement capables de faire cette distinction. Les responsables politiques devraient l'être aussi. Ma conviction, forgée tant par mes fonctions antérieures que par les enseignements de cette commission, est sans ambiguïté. L'audiovisuel public est un bien commun que la France doit non seulement préserver, mais renforcer. Cela n'exclut pas, bien au contraire, d'être exigeant sur son fonctionnement, sa gestion budgétaire et financière, et le respect des règles relatives à l'information. Mais la finalité de ce contrôle et de ces exigences doit être l'amélioration du service public, pas sa destruction. En Allemagne, l'ARD et la SDF bénéficient d'un financement garanti par la Rundfunkbeitrag, une contribution audiovisuelle universelle dont le montant est fixé par une commission indépendante, la KEF, KEF, à l'abri des pressions politiques. Il en résulte un audiovisuel public parmi les mieux financés au monde, avec un budget combiné supérieur à 10 milliards d'euros contre 3,9 milliards pour l'audiovisuel public français. Au Royaume-Uni, la BBC, malgré les remises en cause récurrentes de son modèle de financement par la license fee, continue de bénéficier d'un cadre institutionnel, la Charte royale, ce qui la protège des ingérences politiques conjonctuelles. En Italie, la RAI est souvent citée comme un contre-modèle tant sa dépendance vis-à-vis du pouvoir politique est prononcée. Les pays nordiques tels que le Danemark, la Suède, la Norvège ou la Finlande offrent des modèles particulièrement intéressants d'audiovisuel public à la fois indépendants et innovants. La DR danoise et la SVT suédoise ont su opérer leur transformation numérique avec succès en développant des plateformes de streaming performantes et en investissant massivement dans les contenus destinés au jeune public tout en maintenant les standards les plus élevés d'impartialité et de qualité éditoriale. La France, grande puissance mondiale, ne peut se contenter d'un audiovisuel public en retrait par rapport à ses voisins. Si nous voulons réformer le service public audiovisuel et in fine le renforcer, nous devons lui donner de la visibilité sur sa gouvernance, de la stabilité budgétaire et financière et de la clarté sur ses missions principales face aux mutations technologiques et à la révolution des usages. La responsabilité est avant tout celle du politique à qui il appartient de répondre à ces questions essentielles. Quelle est la raison d'être de l'audiovisuel public? Quelles doivent être ses missions? Comment renforcer sa spécificité par rapport à l'audiovisuel privé? Grand 2. Clarifier le cadre juridique entre neutralité, impartialité et pluralisme pour mieux faire respecter ses obligations légales. La lecture attentive des travaux du rapporteur appelle une mise au point. Le rapporteur présente en effet la neutralité comme un objectif général assigné au service public audiovisuel. Cette présentation procède à mon sens d'une confusion conceptuelle qu'il convient de dissiper. Le principe posé par la loi du 30 septembre 1986 n'est pas la neutralité mais l'impartialité. Cette distinction emporte les conséquences juridiques et opérationnelles majeures et le législateur se dote de mieux définir ces notions, ainsi que l'ont souligné de nombreuses personnes auditionnées. Je propose de retenir l'architecture suivante. L'impartialité constitue le principe directeur du service public audiovisuel, lequel trouve deux déclinaisons concrètes et complémentaires. D'une part, une déclinaison individuelle, la neutralité incombant aux agents du service public au titre de la loi du 6 août 2019 et de la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République. D'autre part, une déclinaison collective, le pluralisme interne imposé à l'éditeur dans sa programmation. Petit a, la distinction fondamentale entre impartialité, neutralité individuelle et pluralisme interne. La confusion entre neutralité et impartialité a des conséquences très concrètes sur la manière dont les obligations du service public sont comprises, appliquées et contrôlées. Petit 1, l'impartialité comme principe directeur. L'impartialité, principe posé par la loi Léotard, impose un devoir général de loyauté à l'égard du public. Le journaliste de service public ne peut être un militant déguisé, il doit présenter les faits avec rigueur, donner la parole aux différentes parties, signaler ses éventuels conflits d'intérêts et distinguer clairement l'information du commentaire. C'est cette exigence qui doit structurer le cadre juridique du service public. Elle suppose l'enquête, l'investigation, l'analyse et la contextualisation, autant d'actes journalistiques qui impliquent par définition les choix éditoriaux. Proposition numéro 1, définir explicitement dans la loi la notion d'impartialité applicable à l'audiovisuel public, assortie d'obligations précises et vérifiables, et préciser que cette impartialité se décline concrètement à travers deux notions, la neutralité des agents et le pluralisme interne. Bruno Lasserre en a donné une première définition, je cite. L'obligation de se mettre à distance des partis pris, des préjugés, des opinions de chacun pour donner à voir tous les points de vue, toutes les sensibilités. Un devoir individuel de s'arracher à ses propres appartenances, préjugés, convictions ou opinions, qui forgent une personnalité pour retranscrire les faits dans leur exactitude, distinguer les faits des commentaires, et sur les débats que les faits peuvent engendrer, donner à voir toutes les sensibilités. Petit 2, la neutralité, une exigence individuelle à renforcer fortement. La neutralité,
au sens du droit de la fonction publique tel que consolidé par la loi du 24 août 2021, implique une abstention totale de toute manifestation d'opinion dans le cadre professionnel. Elle a vocation à s'appliquer à tous les agents du service public, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Transposée telle quelle à l'ensemble du journalisme du service public, elle aboutirait à une conception désincarnée et mécanique de l'information, dans laquelle le journaliste serait réduit au rôle de lecteur impassible de dépêches d'agence. Poussée à son extrême, elle conduirait à interdire l'existence même d'éditorialistes sur les antennes publiques, ce qui serait à la fois irréaliste et contre-productif. Mais si la neutralité ne peut s'appliquer à l'éditeur dans son ensemble puisqu'elle est contraire au principe même du choix éditorial, elle doit en revanche s'imposer avec rigueur à chaque salarié du service public et son application mérite aujourd'hui d'être fortement renforcée. Cette exigence incombe à l'audiovisuel public comme à l'ensemble des services publics. Les dernières années ont en effet été marquées par une série d'incidents. Proposition numéro 2, inscrire explicitement dans le cahier des charges de chaque société nationale de programme un rappel de l'obligation de neutralité pesant sur l'ensemble des collaborateurs, assorti de mécanismes de contrôle interne renforcés. Proposition numéro 3, renforcer les chartes et durcir les règles relatives à l'utilisation des réseaux sociaux par les salariés de l'audiovisuel public en distinguant les comptes professionnels, mention des fonctions professionnelles, utilisation du logo de l'entreprise et les comptes personnels qui ne sont pas soumis aux mêmes exigences de neutralité. Proposition numéro 4. Généraliser les formations obligatoires et périodiques à la déontologie et aux règles de traitement de l'information pour l'ensemble des personnels journalistiques et éditoriaux du service public. Proposition numéro 5, renforcer la fiabilité des chaînes de validation éditoriale, notamment sur les éléments diffusés à l'antenne en instaurant une double validation systématique. Proposition numéro 6, formaliser au sein de chaque rédaction des procédures applicables aux invitations de personnalités politiques et publiques. Proposition numéro 7, prendre en compte le statut des personnalités publiques dans l'évaluation du pluralisme. Lorsqu'un chroniqueur ou un invité a exercé des fonctions électives ou assumé un engagement politique actif, cette circonstance doit être prise en compte dans le décompte des temps de parole. La jurisprudence du Conseil d'État est claire et le législateur doit la suivre en posant des critères objectifs. Proposition numéro 8, mentionner systématiquement à l'antenne les mandats électifs passés ou actuels des invités. B. Préciser dans la loi de 1986 la notion de pluralisme interne. Là où la neutralité porte sur l'individu, le pluralisme interne porte sur l'éditeur. Il doit être défini comme l'obligation d'assurer au sein d'une même antenne la diversité des courants de pensée et d'opinion. Il constitue la seconde déclinaison concrète de l'impartialité et mérite également d'être mieux défini dans la loi et mieux appliqué dans la rédaction. La loi du 30 septembre 1986 demeure le socle de notre régulation audiovisuelle, mais 40 ans après son adoption, le paysage médiatique s'est transformé au point de rendre certaines de ses dispositions obsolètes ou lacunaires. Le pluralisme interne s'impose avec une force particulière au service public, financé par tous les citoyens et devant à ce titre les représenter tous. L'arrêt du Conseil d'État du 13 février 2024 a précisément rappelé que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion est une exigence qui s'impose à tout éditeur audiovisuel, public comme privé, même si les modalités de son contrôle peuvent différer. L'ARCOM, en vertu de la délibération qu'elle a adoptée en juillet 2024, contrôle désormais l'absence de déséquilibre durable et manifeste dans l'expression des courants de pensée et d'opinion sur toutes les chaînes. Proposition numéro 9, préciser dans la loi les notions de pluralisme interne et de pluralisme externe, en établissant clairement que le pluralisme interne constitue une obligation renforcée pour le service public audiovisuel, tout en s'imposant, selon des modalités adaptées, à l'ensemble des éditeurs audiovisuels, publics comme privés. C. Simplifier et objectiver les règles relatives au pluralisme et au temps de parole. Le président de l'ARCOM, M. Martin Hadjari, a reconnu lors de son audition que la notion d'impartialité n'était pas clairement définie par les textes et nécessitait d'être objectivée. Son constat, venant du président du régulateur lui-même, est éloquent. Il confirme que le cadre juridique actuel souffre d'un défaut de lisibilité qui nuit à la fois aux professionnels de l'audiovisuel qui ne savent pas toujours précisément ce qui est attendu d'eux, aux régulateurs qui manquent d'outils objectifs pour exercer son contrôle et aux citoyens qui ne disposent pas de critères clairs pour évaluer le respect des obligations du service public. L'évaluation du pluralisme interne et notamment de la question des temps de parole est certes héritée de décennies de pratiques et de délibérations successives, mais elle présente une opacité telle qu'elle la rend incompréhensible pour le citoyen ordinaire. Les critères de classification des personnalités politiques, les règles de pondération et les périodes de référence varient selon les contextes et les chaînes. Cette opacité est un terreau fertile pour les accusations de partialité, qu'elles soient fondées ou non. Proposition numéro 10. Réformer l'évaluation du pluralisme par l'ARCOM en l'articulant autour de trois principes. Une règle de principe claire et lisible, applicable à tous les éditeurs audiovisuels, établissant les grands équilibres à respecter. Une capacité d'appréciation au cas par cas exercée par l'ARCOM sur la base d'une grille et d'une méthodologie transparente et publiée. Une procédure de recours effective permettant aux parties prenantes de contester les décisions du régulateur
Proposition numéro 11, garantir la transparence en publiant mensuellement, par chaque éditeur audiovisuel, la liste des invités politiques et les thèmes abordés dans un format accessible au public afin de renforcer le contrôle citoyen. D. Renforcer les comités d'éthique et de déontologie. Les travaux de la commission ont mis en évidence une faiblesse structurelle des dispositifs d'énergie et de déontologie au sein des entreprises de l'audiovisuel public. Les comités d'éthique, le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes, le SHIPIP, SHIPIP, de Radio France et le comité d'éthique de France Télévisions sont insuffisamment dotés, peu visibles et dépourvus de tout pouvoir contraignant. Le comité d'éthique de France Télévisions n'a rendu que 9 avis depuis sa création en 2017. Ce chiffre à lui seul témoigne de la faiblesse opérationnelle de l'instance censée veiller au respect de l'impartialité et du pluralisme au sein du premier groupe audiovisuel public français. Le comité de Radio France, bien que plus actif, 95 saisines en 2024, fonctionne avec des bénévoles sans moyens d'investigation propres. Quant au rapport annuel de ces comités, il se résume parfois en recto verso, ce qui est notoirement insuffisant pour rendre compte de leur activité. Proposition numéro 12, refondre en profondeur les comités d'éthique des entreprises de l'audiovisuel public, tout en renforçant leurs moyens humains et financiers à la hauteur de leur mission. Il faut donner pour chaque rédaction de service public un pouvoir d'autosaisine au comité afin qu'il examine précisément chaque manquement et que ses avis soient rendus publics. Ils doivent produire des rapports annuels détaillés présentés au conseil d'administration et rendus publics, comportant une analyse substantielle des saisines traitées, des avis rendus et des suites données. Leurs membres doivent bénéficier de garanties d'indépendance renforcées et d'une protection contre les pressions internes. La comparaison avec le système britannique est là encore instructive. La BBC dispose d'un Editorial Guidelines and Standards Committee qui conseille le board sur le respect des standards éditoriaux, d'un Executive Editorial Standards and Complaints Committee qui traite les plaintes et les questions de conformité, et de l'Ofcom comme régulateur externe. Ce triple niveau de contrôle offre des garanties que notre système ne réunit pas avec la même rigueur. Petit e, créer une procédure de saisine en urgence de l'ARCOM, un mécanisme de référé médiatique en cas de manquement. Même si entre 2023 et 2025, l'ARCOM a instruit environ 900 séquences ayant fait l'objet d'un total de 144 000 saisines, soit une instruction par ses services d'environ 80% des saisines reçues, seuls 20% des saisines ont ensuite donné lieu à une intervention du régulateur. Si la loi de 1986 reste dans le sillage de la loi sur la presse de 1881, une loi reposant fondamentalement sur la liberté, on peut néanmoins s'interroger sur cette timidité, notamment sur la quasi-inexistence de l'autosaisine de l'ARCOM, rien juridiquement ne s'y oppose, et sur le fait que celle-ci se contente parfois de faire état de son vif émoi à l'égard d'une séquence qui aurait nécessité davantage de fermeté. Au regard des multiples manquements constatés, on peine à croire que l'ARCOM n'a depuis 2020 prononcé que 20 mises en demeure, 11 concernant des problèmes de déontologie, 6 de pluralisme, 2 de publicité et de parrainage, et 1 portant sur la protection des mineurs, et seulement 21 sanctions pécuniaires, dont 16 en réponse à des manquements aux règles déontologiques encadrant l'activité des médias. Outre le fait que des mesures sans doute plus sévères devraient être prises, la tardivité des décisions de l'ARCOM est regrettable. Si l'on peut comprendre que le prononcé d'une sanction par une autorité indépendante doive respecter une certaine procédure, le respect du contradictoire qui donne lieu à échange de mémoires et de pièces, éventuellement réclamés par l'institution elle-même, il est évident que la dimension pédagogique de la sanction prise est ici totalement oubliée. Lorsqu'une chaîne ou une station est sanctionnée, 5, 6 ou 7 mois après le fait répréhensible, tout un chacun a allègrement oublié ce dont s'était agi et l'impact de la mesure prise s'avère être des plus faibles. C'est la raison pour laquelle je propose de mettre en place devant l'ARCOM une procédure de référé, à l'image de celle qui existe notamment devant le juge administratif. On sait qu'il est arrivé au juge des référés d'un tribunal administratif ou même du Conseil d'État de se prononcer sur une affaire dans des délais extrêmement brefs. Je propose une procédure permettant à l'ARCOM d'être saisi en référé d'un manquement aux obligations énoncées par la loi du 30 septembre 1986, notamment d'impartialité ou portant sur un grave manquement déontologique, sur lequel il devait se prononcer dans un délai maximal de 8 jours, sa décision étant bien entendu susceptible de recours devant le juge administratif. Évidemment, des filtres devraient être instaurés afin d'éviter tout engorgement de l'ARCOM ou toute saisine intempestive. À cet égard, je suppose que l'ARCOM puisse être automatiquement saisi à partir du moment où une séquence audiovisuelle établissant un manquement aux obligations résultant de la loi de 1986 donnerait lieu à plus de 1000 plaintes. Un rapporteur serait alors immédiatement désigné afin d'instruire la difficulté soulevée, lequel aurait le pouvoir d'exercer un rôle de filtre s'il devait lui apparaître que la séquence ne soulève en réalité aucune véritable critique. En revanche, si la séquence litigieuse mérite à ses yeux d'être retenue, l'ARCOM aurait l'obligation de s'en saisir après avoir préalablement requis l'avis du comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes compétents
qui, sans lier le collège de l'Arcom dans sa prise de décision, serait versé au dossier parmi d'autres pièces requises dans le cadre d'une instruction contradictoire, ce qui serait indéniablement de nature à l'éclairer. Une fois ces pièces en main, le collège de l'Arcom pourrait poursuivre la procédure, notamment en auditionnant les personnes requises, cette décision devant donc intervenir dans un délai de 8 jours au plus. Nul doute à mon sens que la réactivité dont ferait ainsi preuve l'Arcom serait à la fois de nature à la conforter dans son rôle de régulateur du paysage audiovisuel et de nature et à davantage responsabiliser les chaînes de télévision ou les stations de radio au quotidien. Proposition 13. Créer une procédure de saisine en urgence de l'Arcom, un mécanisme de référé médiatique permettant en cas de manquement grave et manifeste aux obligations des règles relatives à l'impartialité, à la neutralité et au pluralisme de l'information, d'obtenir une décision rapide ordonnant des mesures correctrices. Cette procédure se déroulera en 3 étapes. Saisine de l'Arcom premièrement, qui pourrait également s'autosaisir comme la loi le lui permet déjà. 2. Consultation et avis du comité d'éthique et de pluralisme de l'information de l'entreprise concernée. 3. Décision du collège de l'Arcom dans un délai de 8 jours. Proposition numéro 14. Doter l'Arcom d'un pouvoir d'enquête sur pièce et sur place pour constater le fonctionnement et l'indépendance des rédactions. Il est frappant de constater que l'Arcom dispose d'un pouvoir d'autosaisine qu'elle n'exerce pas. L'ancien président de l'Arcom, M. Roch-Olivier Mestre, a lui-même relevé une asymétrie de traitement saisissante. Entre 2009 et 2024, les chaînes privées ont accumulé 8 à 10 millions d'euros de sanctions pécuniaires, tandis que le service public n'a payé aucune amende alors que les incidents ont été constatés de part et d'autre. Cette asymétrie n'est pas nécessairement le signe d'une complaisance du régulateur, mais elle nourrit la perception d'un deux poids deux mesures qui affaiblit la crédibilité du système dans son ensemble. La réforme de l'Arcom elle-même doit être envisagée. Le collège de l'Arcom est composé de 9 membres exerçant un mandat unique de 6 ans, nommés par 5 autorités différentes. Cette architecture, héritée du CSA, a le mérite de la diversité, mais pose la question de l'expertise sectorielle de ses membres. Proposition numéro 15, revoir les critères de nomination des membres du collège de l'Arcom, préciser ces critères dans la loi, afin de garantir la présence au sein du collège de profils diversifiés et dotés d'une expertise reconnue dans les domaines relevant de la compétence du régulateur. Le modèle de l'Ofcom britannique, dont les membres sont recrutés par une procédure de recrutement ouverte sur la base de leurs compétences, offre une piste intéressante. L'articulation entre l'Arcom et les comités d'éthique des entreprises de l'audiovisuel public doit être repensée. Aujourd'hui, ces deux niveaux de contrôle fonctionnent de manière largement indépendante, ce qui crée des zones grises et des risques de double traitement, ou au contraire, de non-traitement des signalements. Proposition numéro 16, créer une procédure de liaison formalisée prévoyant la transmission systématique des avis des comités d'éthique à l'Arcom et la saisine des comités d'éthique par l'Arcom en amont de ces décisions. 3. Un choc de gouvernance pour un audiovisuel plus indépendant, plus transparent, plus efficace et plus puissant. Rompre avec l'influence du pouvoir politique sur les nominations. Petit a. La question des nominations à la tête des entreprises de l'audiovisuel public est au cœur de la problématique de l'indépendance. Les travaux de la commission ont documenté avec une précision parfois troublante les modalités selon lesquelles le pouvoir politique a pu directement ou indirectement influer sur le choix des dirigeants du service public de l'audiovisuel. À ce titre, le retour à une nomination des dirigeants de l'audiovisuel public par le président de la République est dangereux. Cependant, la nomination actuelle des dirigeants de l'audiovisuel public par l'Arcom n'est pas pertinente et pose question. L'Arcom ne peut être à la fois le régulateur de l'audiovisuel public et l'instance qui nomme ses dirigeants. Proposition numéro 17. Confier au conseil d'administration des entreprises de l'audiovisuel public le pouvoir de nommer les présidents directeurs généraux, comme c'est la pratique dans la plupart des grandes entreprises après avis des commissions chargées des affaires culturelles des assemblées. Cette solution présente l'avantage de professionnaliser la procédure de nomination, de l'affranchir au calendrier politique et de responsabiliser les administrateurs. Proposition numéro 18. Revoir la composition des conseils d'administration pour renforcer le nombre et le poids des personnalités indépendantes et qualifiées. Petit b. Mieux encadrer l'engagement politique des salariés de l'audiovisuel public. La commission a documenté des situations de passerelles entre cabinets ministériels, partis politiques et postes de direction dans l'audiovisuel public. Ces passerelles ne seront pas nécessairement synonymes de conflit d'intérêts avérés, car un ancien collaborateur politique peut parfaitement exercer des fonctions au sein de l'audiovisuel public avec impartialité, mais elles peuvent créer une suspicion qui suffit à alimenter la méfiance. La commission d'enquête a notamment mis en lumière une situation inacceptable. Un cadre dirigeant de l'audiovisuel public, par ailleurs adjoint à la mairie de Paris, qui était rémunéré à temps plein par France Télévisions alors que la loi de 2022 prévoit des décharges et des autorisations d'absence non rémunérées. Proposition numéro 19, s'inspirer du modèle de la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, instaurée par les lois de 2013
pour créer au sein des entreprises de l'audiovisuel public des procédures formalisées de déclaration d'intérêt et de déport. Tout salarié de l'audiovisuel public ayant exercé un mandat électif ou des fonctions politiques devrait faire l'objet d'une procédure de déclaration d'intérêt sur le modèle de ce qui existe pour les hauts fonctionnaires et les responsables publics depuis 2013. Les salariés de l'audiovisuel public qui ont un engagement politique actif seraient également soumis à cette procédure afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêt et éviter qu'ils n'utilisent les moyens de l'entreprise au service de leur mandat électif. Proposition numéro 20. Imposer aux salariés de l'audiovisuel public ayant un mandat électif de demander des décharges et des autorisations d'absence non rémunérées, comme le prévoit la loi lorsque le mandat politique est exercé sur le temps de travail. Petit c. Prévenir les risques de conflit d'intérêts et des mélanges de genres et mieux encadrer le cumul d'activités. La commission d'enquête a mis en lumière des passages de cadres dirigeants de l'audiovisuel public vers les sociétés de production et réciproquement. Afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts, ces passages doivent être strictement encadrés. Proposition numéro 21. Faire contrôler par la HATVP les passages des cadres dirigeants de l'audiovisuel public vers les entreprises privées, sociétés de production, audiovisuel privées, à l'instar des hauts fonctionnaires et des responsables politiques. Prévoir des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail, renforcer les procédures de déport. Proposition numéro 22. Renforcer les procédures de déport pour les salariés des sociétés de production recrutés par l'audiovisuel public. Enfin, les incarnations de l'audiovisuel public, ces grandes figures, c'est-à-dire les présentateurs et animateurs des principales émissions, des principaux programmes des entreprises publiques, ont une responsabilité particulière et doivent respecter des règles strictes qui garantissent leur impartialité et l'absence de tout conflit d'intérêts. Proposition numéro 23. Limiter le cumul d'activités autorisées pour les incarnations de l'audiovisuel public et renforcer les exigences de neutralité et d'impartialité. Numéro 24. Encadrer et limiter le cumul d'activités autorisées pour les salariés à temps plein de l'audiovisuel public. Numéro 25. Interdire aux salariés de l'audiovisuel public à temps plein de gérer ou de travailler pour une société de production qui contractualise avec l'audiovisuel public. Petit d. Fusionner les entreprises de l'audiovisuel public et organiser l'audiovisuel public par grande mission. La question de la fusion des entités de l'audiovisuel public est un sujet récurrent du débat français depuis au moins une décennie. La proposition de loi Lafon, votée par le Sénat, prévoyait la création d'une holding de l'audiovisuel public. Le rapport Bataillon-Gauthier, fruit de 7 mois de travail parlementaire et de 75 heures d'audition, avait formulé 30 propositions convergentes, dont la création d'une holding stratégique. Ma propre expérience de co-rapporteur de la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public m'a convaincu de la nécessité d'engager la fusion de l'audiovisuel public. Proposition numéro 26. Fusionner les entreprises de l'audiovisuel public pour permettre un choc de gouvernance avec un conseil d'administration réformé, des directions opérationnelles organisées par mission plutôt que par canaux, information, éducation, culture, divertissement, sport, création, etc. et des garanties statutaires renforcées pour les rédactions. Cette approche par mission permettrait de dépasser les cloisonnements institutionnels qui entravent aujourd'hui la coopération entre France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA. Les objections à la fusion sont connues et méritent d'être prises au sérieux. Les syndicats craignent une centralisation excessive et une perte d'identité des entités. Les salariés de Radio France redoutent d'être absorbés par le poids de France Télévisions. Les journalistes s'inquiètent pour leur indépendance éditoriale. Ces préoccupations sont légitimes et devront être traitées avec la plus grande attention dans le cadre législatif. Mais les arguments en faveur de la fusion sont à mon sens plus puissants. Elle permettrait de mieux faire respecter les règles en question de gestion. L'harmonisation des rémunérations et l'audit des dépenses seraient facilités par l'existence d'une structure unique. Elle donnerait à l'audiovisuel public français la masse critique nécessaire pour peser face aux plateformes mondiales. La fusion devrait également permettre de résoudre un problème structurel que la Commission a mis en lumière, la difficulté de faire respecter les règles de bonne gestion dans un système fragmenté. Aujourd'hui, chaque entreprise de l'audiovisuel public dispose de son propre système de gestion, de ses propres procédures d'audit, de ses propres normes comptables. Cette fragmentation rend les comparaisons difficiles, les analyses comparatives impossibles et le contrôle parlementaire laborieux. Une entité unique dotée d'un système d'information intégré et d'une compatibilité analytique centralisée offrirait une transparence sans commune mesure avec la situation actuelle. L'organisation par grande mission permettrait également de mieux organiser les dépenses de programmes. Aujourd'hui, France Télévisions et Radio France produisent ou commandent parfois des contenus similaires ou complémentaires sans coordination suffisante. La fusion permettrait de mutualiser les ressources éditoriales, correspondant à l'étranger, équipe d'investigation, services de documentation. La question de l'ancrage territorial est centrale dans le débat sur la fusion. Les antennes régionales de France 3 et les stations locales de France Bleu constituent un maillage territorial irremplaçable qui fait de l'audiovisuel public le seul média capable de couvrir l'ensemble du territoire national. Toute réforme structurelle devra non seulement préserver ce maillage, mais aussi le renforcer en tirant parti des synergies possibles entre les rédactions locales de télévision et de radio. L'expérimentation ici devra être évaluée et le cas échéant généralisée dans le cadre de la fusion.
L'intégration de la dimension internationale constitue à mon sens un autre enjeu majeur. France Média Monde joue un rôle géostratégique qui dépasse largement le cadre de la politique audiovisuelle nationale. Son intégration dans le périmètre de la fusion devra être pensée avec une attention particulière à la préservation de son autonomie éditoriale et de sa capacité à répondre aux enjeux spécifiques de l'influence internationale de la France. La question des statuts des personnels est un autre point de complexité. France Télévisions et Radio France appliquent des conventions collectives différentes. Avec des grilles salariales, des conditions de travail et des avantages distincts, l'harmonisation de ces statuts devra faire l'objet d'une négociation sociale approfondie, associant l'ensemble des organisations syndicales représentatives. L'expérience de la fusion des rédactions de France 2 et France 3, qui a généré des inégalités et des frustrations durables, doit servir de leçon. Grand 4, garantir un financement pérenne, assainir la gestion financière et renforcer le contrôle. Petit a, les constats de la Cour des comptes, une situation financière préoccupante pour France Télévisions. Les magistrats de la Cour des comptes ont dressé lors de leur audition un tableau financier sévère de France Télévisions. Un déficit cumulé de plus de 80 millions d'euros entre 2017 et 2024. Des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, seuil qui, dans le droit commun des sociétés, déclencherait une procédure d'alerte, une trésorerie devenue négative. Ces chiffres, confirmés par les données transmises par les syndicats, déficit de 256 millions pour 2024 et 290 millions pour 2025, pour la seule société France Télévisions SA, dessinent une situation qui doit nous alerter. France Télévisions a fait valoir en contrepoint que les concours publics ont diminué de 176 millions d'euros en 10 ans et de 650 millions en tenant compte de l'inflation, que le coût mensuel pour chaque Français est d'environ 3 euros et que le budget national total de l'audiovisuel public à 3,9 milliards d'euros en 2026 a été réduit de 86 millions. L'audiovisuel public français coûte moins cher par habitant que la BBC ou l'ARD ZDF. Toutefois, la baisse des dotations publiques ne saurait à elle seule justifier la dégradation de la gestion. Les pertes financières documentées par la Commission, telles que Salto, 57,7 millions d'euros de pertes nettes pour une plateforme de streaming lancée trop tard et fermée prématurément, le chantier de la Maison de la Radio, sur coût de 138 millions d'euros par rapport au budget initial de 355 millions, ainsi que le déménagement de François Côte d'Azur, 20 millions d'euros pour 80 salariés, soit 250 000 euros par personne, témoignent de défaillances dans la prise de décision et le contrôle de gestion. La responsabilité de cette situation est partagée. L'État actionnaire, en réduisant les dotations sans ajuster les missions, a placé les dirigeants de l'audiovisuel public dans une situation intenable. Les parlementaires eux-mêmes, en votant chaque année un budget de l'audiovisuel public fluctuant, sans disposer par ailleurs des outils de contrôle nécessaires et demandés par la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances, notamment une comptabilité analytique exploitable, ont contribué à cette dérive. Proposition numéro 27, voter une loi de programmation pluriannuelle de l'audiovisuel public afin de donner de la visibilité aux entreprises, de sanctuariser leur budget, de garantir leur indépendance. Numéro 28, sanctuariser les budgets dédiés aux programmes, au contenu, à l'information et aux offres éditoriales. Numéro 29, exiger de l'État la finalisation et la présentation des contrats, d'objectifs et de moyens au Parlement avant l'été. Numéro 30, mettre en place tous les 5 ans un contrôle par la Cour des comptes des entreprises de l'audiovisuel public et le rendre public avant le renouvellement des mandats des dirigeants. Petit b. L'urgence d'un alignement nécessaire sur les référentiels du secteur pour les rémunérations et avantages et le renforcement des outils de gestion. La question des rémunérations et des avantages au sein de l'audiovisuel public a suscité un intérêt médiatique considérable et parfois des simplifications regrettables. Les données recueillies par la Commission établissent que le salaire moyen à France Télévisions, 72 000 euros, dépasse sensiblement celui du secteur culturel, 48 000 euros, et celui de l'audiovisuel privé, 62 000 euros. Une trentaine de cadres de France Télévisions seraient mieux rémunérés que le président de la République, une cinquantaine bénéficient de voitures de fonction, les règles relatives aux congés payés annuels sont particulièrement favorables. Ces chiffres doivent être contextualisés. L'audiovisuel public est un secteur technique et concurrentiel qui doit attirer et retenir des talents face à la concurrence du privé et des plateformes. Des rémunérations trop basses se traduiraient par une fuite des compétences vers le secteur privé, au détriment de la qualité du service public. Par ailleurs, l'échelle des rémunérations dans l'audiovisuel est comparable à l'échelle internationale à celle pratiquée dans d'autres pays. Pour autant, l'écart constaté entre les référentiels du secteur privé français et du secteur culturel ne peut être ignoré. L'audiovisuel public étant financé par l'impôt, les rémunérations pratiquées doivent être justifiables devant les citoyens. Proposition numéro 31. Mettre en œuvre dans les plus brefs délais l'ensemble des recommandations de la Cour des comptes relatives à la maîtrise de la masse salariale et à la rationalisation des avantages annexes. Ces recommandations formulées de longue date doivent être enfin appliquées.
Proposition numéro 32, publier annuellement par les entreprises de l'audiovisuel public un rapport détaillé sur leurs pratiques de rémunération, incluant les écarts entre les plus hautes et les plus basses rémunérations, les éléments de rémunération variables et les avantages en nature. Ce rapport devrait être soumis à l'examen de la Cour des comptes et des commissions parlementaires compétentes. Il convient de souligner que la question des rémunérations dans l'audiovisuel public ne peut être traitée de manière démagogique. L'indignation sélective qui consiste à pointer du doigt les salaires les plus élevés du service public tout en ignorant les rémunérations infiniment supérieures pratiquées dans le secteur privé de l'audiovisuel est intellectuellement malhonnête. Le véritable enjeu n'est pas de savoir si tel ou tel cadre gagne trop en valeur absolue, mais de savoir si les rémunérations pratiquées sont cohérentes avec les responsabilités exercées, compétitives par rapport au marché, compatibles avec l'exigence de sobriété qui s'impose à toute entreprise publique. La transparence est le meilleur antidote contre la démagogie. Aujourd'hui, les rémunérations des dirigeants de l'audiovisuel public font l'objet d'un encadrement par le décret relatif à la rémunération des dirigeants d'entreprises publiques, mais les informations publiées restent parcellaires. La politique d'achat de programmes de France Télévisions mérite un examen approfondi. Le groupe consacre environ 850 millions d'euros par an à l'achat de programmes auprès de producteurs extérieurs de plus en plus concentrés. Cette somme considérable irrigue un écosystème de plus de 3000 sociétés de production et contribue à la vitalité de la création audiovisuelle française. Proposition numéro 33, renforcer le contrôle de la politique d'achat de programmes, notamment par la mise en place d'une comptabilité analytique permettant de connaître le coût réel de chaque programme et de comparer systématiquement les coûts de la production interne et de la production externe. Cette recommandation, restée lettre morte, devrait être mise en œuvre sans délai. Proposition numéro 34, renforcer les règles de déontologie pour les salariés concernés par les achats de programmes et assurer la traçabilité des décisions d'achat. C. Renforcer la production interne. L'externalisation croissante de la production constitue un enjeu majeur pour l'audiovisuel public en termes de contrôle éditorial et de contrôle des marges. Sur le plan éditorial, l'externalisation de la production de magazines d'information signifie que le service public délègue à des entreprises privées une partie de sa mission d'information. Proposition numéro 35, renforcer la production interne des magazines d'information et à minima, garantir que les responsables éditoriaux de ces magazines soient salariés de France Télévisions. Grand 5, adapter l'audiovisuel public aux mutations technologiques et à la révolution des usages. Petit a, étendre les compétences de l'ARCOM à l'ère numérique. La loi de 1986 a été conçue dans un monde dans lequel l'information était diffusée exclusivement par voie hertzienne, câblée ou satellitaire. 40 ans plus tard, une part croissante de l'information est consommée sur les réseaux sociaux, les plateformes de vidéos en ligne et les applications mobiles. L'audiovisuel public lui-même développe une présence numérique de plus en plus importante, sites internet, applications, comptes sur les réseaux sociaux. Or, les compétences de l'ARCOM s'exercent principalement sur les contenus diffusés par voie audiovisuelle traditionnelle. Les publications des chaînes publiques sur leurs comptes de réseaux sociaux qui touchent des audiences parfois supérieures à celles de l'antenne échappent largement à la régulation. Un biais éditorial dans un titre publié sur le compte Twitter de France Info peut toucher des millions de personnes sans que l'ARCOM ait les moyens d'intervenir. Proposition numéro 36, étendre les compétences de l'ARCOM aux contenus publiés par les entreprises de l'audiovisuel public sur l'ensemble de leurs plateformes numériques, y compris les réseaux sociaux. Cette extension devrait s'accompagner d'une réflexion sur la distinction entre les comptes professionnels et les comptes personnels des journalistes du service public. Lorsqu'un journaliste de France Télévisions ou de Radio France exprime une opinion politique sur son compte personnel de réseau social, engage-t-il son employeur? La frontière entre l'expression personnelle et l'expression professionnelle est devenue extrêmement poreuse à l'ère numérique et des règles claires doivent être établies pour encadrer cette zone grise. Proposition numéro 37, fixer par l'ARCOM les règles spécifiques relatives à l'utilisation des réseaux sociaux par les journalistes, en distinguant clairement l'expression institutionnelle, soumise aux mêmes obligations d'impartialité que l'antenne, de l'expression personnelle relevant de la liberté d'opinion, mais encadrée par un devoir de réserve compatible avec les fonctions exercées. La transformation numérique impose également une refonte en profondeur des modes de production, de diffusion et de monétisation des contenus. Proposition numéro 38. Faire de la plateforme France.tv le cœur de la stratégie numérique du service public. Avec ses 40 millions de visiteurs mensuels, elle constitue un actif numérique considérable, mais cette plateforme fonctionne encore largement comme un complément de la diffusion linéaire. Petit b, l'éducation aux médias. Une grande mission pour l'audiovisuel public. Dans un monde où la désinformation prospère, où les jeunes générations construisent leur rapport à l'information principalement à travers les réseaux sociaux, où la frontière entre le vrai et le faux devient de plus en plus difficile à tracer, l'éducation aux médias et à l'information est un enjeu démocratique de premier plan. Proposition numéro 39, inscrire explicitement l'éducation aux médias parmi les missions fondamentales de l'audiovisuel public, dans la loi comme dans ses cahiers des charges. Proposition numéro 40, en attendant la fusion, demander aux entreprises de l'audiovisuel public de bâtir une stratégie conjointe d'éducation média et de la mettre en œuvre dans le cadre d'une coopération renforcée.
Concrètement, cette mission pourrait se traduire par la création de programmes dédiés à l'éducation aux médias sur tous les canaux, par le développement de partenariats avec l'éducation nationale pour intervenir dans les établissements scolaires, par la production de contenus pédagogiques accessibles en ligne et librement réutilisables par les enseignants. L'INA, avec son expertise patrimoniale et pédagogique, pourrait jouer un rôle central dans cette mission. L'éducation aux médias n'est pas seulement un enjeu de formation des jeunes publics, elle concerne l'ensemble des citoyens à tous les âges de la vie. La capacité à distinguer une information vérifiée d'une rumeur, à identifier les sources d'une information, à détecter une manipulation visuelle ou sonore, à comprendre les mécanismes économiques et éditoriaux qui sous-tendent la production de l'information, tout cela constitue un bagage citoyen indispensable à l'exercice éclairé de la démocratie. L'audiovisuel public, fort de sa crédibilité et de sa légitimité, doit être le fer de lance de cette mission éducative. En conclusion, l'audiovisuel public n'est ni une abstraction ni une simple juxtaposition de logos ou d'entités. Il ne saurait devenir un objet de caricature ni le réceptacle de toutes les accusations au nom d'un prétendu système qui orchestrerait la société. Pour beaucoup de nos concitoyens, il est une présence quotidienne, une voix familière, un lien. Il demeure une fenêtre ouverte sur notre pays et sur le monde, offrant une information fiable, pluraliste et indépendante. Des émissions comme Le téléphone sonne ou Ma France donne la parole au territoire, C'est dans l'air où l'émission politique font vivre le débat démocratique, La grande librairie où Thalassa ouvre à la culture et à la connaissance, tandis que Des racines et des ailes ou Secrets d'histoire valorisent la richesse de notre patrimoine. Les grands événements sportifs des Jeux olympiques au Tour de France ou à Roland-Garros en font également un espace de communion collective. L'audiovisuel public fait partie de notre patrimoine commun et de notre mémoire collective. C'est ce qui explique sans doute l'intérêt et l'engagement des Français pour nos travaux. Mais cet attachement appelle une exigence à la hauteur de ce qu'il représente. Les travaux de la Commission ont mis en lumière des dysfonctionnements et des manquements réels. Ils appellent des réponses rapides, concrètes et ambitieuses. Pour autant, il ne s'agit ni d'un système mafieux ni d'une quelconque affaire d'État. Rien ne serait pire que le déni, rien ne serait plus dangereux que la caricature. Dans le même temps, le monde de l'information a profondément changé. Les usages se transforment, les jeunes s'informent massivement sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques imposent leur logique, et la guerre de l'information s'intensifie, nourrie par la désinformation et les ingérences étrangères. Face à ces bouleversements, affaiblir l'audiovisuel public serait une erreur majeure. Entre ceux qui l'accablent de tous les maux jusqu'à en appeler à sa privatisation et ceux qui refusent d'y voir la moindre nécessité de réforme, une voie existe, celle de l'exigence, de la responsabilité et de la lucidité. Disposer d'un audiovisuel public fort, indépendant et souverain n'est pas une option, c'est une exigence démocratique. Je le dis clairement, la finalité de mon travail est connue, elle n'est pas de préparer l'affaiblissement de l'audiovisuel public, ni à terme sa privatisation, mais bien de le réformer pour le renforcer, lui donner les moyens de faire face aux bouleversements auxquels il fait face. Notre responsabilité est désormais claire, transformer les constats en propositions et les propositions en actes. À l'aube de l'élection présidentielle, c'est à nous collectivement de définir avec lucidité, exigence et responsabilité ce que doivent être les missions de l'audiovisuel public et la place qu'il doit occuper dans notre démocratie. S'ensuivent les propositions du président que nous avons citées précédemment avec la synthèse des 40 mesures pour un audiovisuel public fort, transparent, bien géré, souverain et indépendant. Donc je n'y reviendrai pas.